Alors, bonsoir à tous. Vous êtes aujourd'hui sur Marketing TV avec Issa Khalaroun. Donc aujourd'hui, moi je vous apporte le thème de la gestion de la relation client dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, donc dans le domaine du tourisme en général. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier toutes les personnes qui sont en train de suivre. Remercier notre cher ami Abdoulaye Laibamba Sek. Et avant de commencer le cours, je voudrais quand même présenter mes condoléances à tous les Sénégalais suite au décès du Serigne Pape Malick Sy, le porte-parole de le porte-parole de la famille, en tout cas le Tijan de Tivaouane, qui est décédé, en tout cas qui est décédé aujourd'hui, ce qui fait une douleur pour tous les Sénégalais, particulièrement pour toute la Oumma islamique. Donc je voudrais vraiment m'incliner et présenter mes condoléances à tout le monde, à tout le peuple sénégalais, parce que je sais que voilà, ça a secoué la société, ça a secoué le pays aujourd'hui. Et prions pour le repos de son âme. Parce que c'est bien de parler d'économie, de parler de développement, mais la vie est la chose la plus importante. Donc voilà. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous présenter le thème que je vais développer. Je vais développer aujourd'hui la gestion de la relation cliente en milieu hospitalier, dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration en général. Donc, la gestion de la relation client dans ce domaine-là, à l'image de de toutes les entreprises de conseil et de services plutôt, autant pour moi, répond à des aspects bien déterminés. Alors, pour commencer, je vais vous présenter en fait les notions qu'on va développer, qu'on va aborder, pour mieux comprendre la gestion de la relation client dans ce milieu-là. Donc, déjà définir les notions pour commencer. Qu'est-ce qu'une que la gestion de la relation client dans le domaine de l'hôtellerie? La démarche classique, il y a une démarche en fait qui est, quand on parle de la gestion de la relation client dans le domaine de l'hôtellerie, on passe directement à ce qu'on appelle la participation du client. Donc c'est un aspect du du marketing opérationnel qui est très connu dans ce domaine-là, dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme en général. On va parler aussi de l'expérience client, on va parler de la fidélisation et de la satisfaction, ce qui est le but de toute façon, de toute politique d'offre, c'est de satisfaire et pourquoi pas de fidéliser. On va parler de la relation client proprement dit, pris dans sa dimension humaine en tout cas. Nous allons voir que, en tout cas, le collaborateur ou ce que j'appelle le personnel de contact va jouer un rôle très important dans cette gestion de relations clients. Et ça, c'est une nouveauté parce que jusqu'ici, on utilisait des outils pour faire de la gestion de la relation client. Et aujourd'hui, on va mettre l'humain au centre de cette politique de gestion de la relation client. Donc, c'est un aspect vraiment qu'on va beaucoup développer. Je pense que c'est l'aspect le plus intéressant, le plus important. Ensuite, pour finir, on va parler aussi de la consommation, de consommation responsable. Donc, cela veut dire que c'est bien d'accueillir des clients, en tout cas dans le domaine du tourisme, mais il faut se poser la question aussi
de savoir qu'est-ce que le touriste cherche. À partir du moment où nous, on l'accueille, qu'est-ce qu'il cherche à avoir chez nous? Qu'est-ce qu'il veut consommer? Un service et un produit. Qu'est-ce qu'il veut consommer? Est-ce que le client qui fait 1000 kilomètres, est-ce qu'il n'a pas envie justement de se dépayser? Est-ce qu'il n'a pas envie de, justement, par rapport au choix de la région qu'il a fait ou de la ville qu'il a fait, de découvrir les spécificités de cette région-là? Donc c'est là où on va voir, en tout cas, voilà, l'aspect de la consommation locale ou de la consommation responsable qui va jouer aussi un rôle très important dans en tout cas, dans la gestion de la relation client. Et enfin, on va apporter une conclusion pour préciser tous les enjeux de la gestion de la relation client. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame, pour commencer le thème, il faut d'abord voir les notions. Quand on parle de relation client, de gestion de la relation client, c'est vraiment ce que l'entreprise met en place, les outils, les techniques que l'entreprise met en place, que ce soit un hôtel, que ce soit un restaurant ou un centre, en tout cas un centre de détente dans le domaine touristique en général. C'est tous ces outils-là, toutes ces techniques que l'entreprise va mettre en place pour capter, traiter, analyser les informations qui sont liées au client. Donc jusqu'ici, c'est ça, quand on définit la gestion de la relation client, c'est ça, c'est avoir le maximum d'informations, en tout cas, les récupérer, essayer de l'exploiter pour au mieux répondre aux attentes du client. Et une fois cela dit, on se dit que mais pourquoi la gestion de la relation client est nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas offrir un service ou est-ce qu'on ne peut pas offrir un produit sans pour autant être obligé de passer par la gestion de la relation client? On peut se dire que de toute façon, le client a déjà développé son besoin, donc il appelle, il réserve l'hôtel et il passe directement à l'acte de consommation. Donc pourquoi on s'embête en tout cas, à mettre en place un outil de gestion de la relation client? Alors, la réponse qu'on a apportée, c'est qu'il y a 4 points qui vont faire que cette gestion de relation client est nécessaire. On a apporté 4 points. Le premier point, c'est la gestion de la masse. Donc, plus les clients sont nombreux, plus on travaille sur un volume de clients, plus on exprime le besoin, la nécessité en tout cas de mettre en place des outils de gestion de relation client. Donc, ces outils-là par le suivi de la clientèle et par la communication aussi. Donc, c'est le premier point qui amène la structure à se dire que, tiens, on aura besoin quand même d'avoir le maximum d'informations pour en tout cas mettre en place cet outil de gestion de la relation client. Le deuxième point, ça porte sur le privilège. Le privilège, la clientèle privilégiée, c'est la clientèle, en tout cas, vis-à-vis de l'hôtel, qu'il a envie de personnaliser, qu'il a envie d'offrir un service quand même assez spécifique. Donc, pour cela, la structure a besoin aussi, encore une fois de plus, de mettre en place des outils qui vont lui permettre de déceler ces clients-là qui sont privilégiés. Il y a des clients qui vont venir, par exemple, je donne l'exemple de l'hôtel, qui vont prendre une chambre standard, mais d'autres clients, forcément, vont venir prendre des chambres avec un standing beaucoup plus élevé. Il faut avoir la possibilité de les identifier. Pour, en tout cas, puisque au niveau de l'offre, ils ont choisi notre offre haute de gamme, il faut les identifier pour que notre service soit à la hauteur du choix qu'ils ont fait chez nous. On ne traite pas un client qui prend une chambre standard de la même façon, en tout cas au niveau interne, hein, parce que cela ne doit pas se voir. Au niveau de l'offre, on doit faire de telle sorte que, en tout cas, tout ce qu'on propose aux clients, que les clients aient l'impression quand même que l'entreprise est là pour veiller à la satisfaction. Mais factuellement, dans les faits, c'est vrai que un VIP
un VIP ne sera pas géré de la même façon, de la même manière qu'un client lambda. Donc, cela permet, en tout cas, de dire que on a besoin d'avoir une visibilité, on a besoin d'avoir quand même un point qui nous permet de suivre cette clientèle privilégiée-là. Donc ça, c'est le deuxième point qui permet à l'entreprise de personnaliser, en tout cas, une certaine partie de sa clientèle. Le troisième point, c'est la situation concurrentielle. Vous savez, comme moi, que ce secteur-là est extrêmement concurrentiel. Que ce soit l'hôtellerie, la restauration, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le secteur en tout cas du bien-être, des spas ou des centres d'accueil ou même de l'événementiel tout simplement, est tellement concurrentiel qu'on a quand même besoin de mettre en place des outils pour identifier les besoins de notre client et tenter d'en répondre. Donc, cette situation concurrentielle-là nous pousse à mettre en place cet outil de gestion de la relation client et nous permet de tendre vers la fidélisation de nos clients. Le quatrième, c'est la réactivité de l'entreprise. C'est le quatrième point qui nous permet de dire que la gestion de la relation client est nécessaire. C'est la réactivité. On a besoin d'avoir des informations par rapport à notre clientèle. On a besoin d'avoir, en tout cas, de sentir le besoin qui est exprimé par notre clientèle pour pouvoir répondre. Non seulement répondre, mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir ces informations-là pour non seulement répondre, mais anticiper. Anticiper ce besoin-là. Monsieur Ndiaye qui arrive à l'hôtel, si on connaît ses habitudes, si on connaît ses usages, si on connaît ses moindres caprices, on pourra alors anticiper les besoins de Monsieur Ndiaye de telle sorte que quand il va arriver à l'hôtel, on va préparer les dispositions, en tout cas qui permet à la structure et à Monsieur Ndiaye d'être dans de bonnes dispositions. Si on n'a pas ces éléments-là, on ne va pas pouvoir anticiper, donc naturellement, on ne va pas pouvoir enclencher le processus de satisfaction de la clientèle. Donc vous voyez que les 4 points que je viens de citer, je peux revenir là-dessus si vous voulez. Donc c'est la gestion de la masse. Si on a un bon nombre de clients, on a besoin d'outils de gestion de la relation client par le suivi et la communication. Ça c'est pour la gestion de la masse. Le deuxième point, gérer une clientèle privilégiée. Le troisième point, gérer la situation concurrentielle. On a trop de concurrents, donc il faudra qu'on soit prêt, on soit proche de notre clientèle en tout cas pour pouvoir anticiper la fidélisation. Et le quatrième point, la réactivité de l'entreprise. Anticiper de telle sorte que quand notre cher client M. Ndiaye va arriver, on sait exactement ce dont il a besoin, pour pouvoir aisément et en tout cas répondre facilement à ses moindres caprices. On l'appelle caprice, mais ce n'est pas caprice, c'est tout simplement un besoin, une habitude ou alors un confort. Et donc, la démarche classique voudrait que, en tout cas, la structure mette en place ce qu'on appelle la participation de la clientèle. Donc, quand on parle de gestion de la relation client dans le domaine de l'hôtellerie, la première chose, en tout cas, que les acteurs pensent, c'est vraiment la participation de la clientèle sur le processus de service. C'est ce qu'on appelle la serviction, bien entendu. Et l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de Club Med. C'est les pionniers et c'est la marque ou l'entreprise qui est vraiment qui a compris cette démarche de participation-là dans le domaine de la gestion de la relation client et qui l'utilise, en tout cas qui est experte dans ce domaine-là. Et il fait participer à ses clients sur le processus, en tout cas, de l'offre. Et on verra que la participation, en tout cas, se fera sur la base de ce qu'on appelle du mixte, le marketing mixte. Très cher à notre professeur Sec.
on va voir que les structures d'accueil ou les hôtels vont se baser sur la structure du mix pour mettre en place cette participation de la clientèle, de notre clientèle, en tout cas de la gestion de la relation client, pour répondre à l'offre de service. Donc, pour ce faire, le client, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand le client participe au processus de l'offre, ça s'appelle la serviction, il peut participer physiquement, il peut participer culturellement, communicationnellement et financièrement. Vous allez voir, quand on va développer le mix, vous allez voir que effectivement, du produit, du prix, de la distribution et de la communication, on a la possibilité d'intégrer le client dans le processus de production pour le produit, d'élaboration du prix pour le prix, de distribution pour, en tout cas, en termes de vente de produits ou de services. Vous allez voir qu'on peut intégrer le client et vous allez voir qu'il y a des marques, il y a des entreprises qui le font déjà. Et au niveau de la communication, vous allez voir que nous tous, aujourd'hui, nous sommes des communicants potentiels pour les marques qu'on utilise ou les services qu'on utilise. On est des VRP, on est des commerciaux, mais aussi on est des communicants ambulants par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je donnais tout à l'heure l'exemple du Club Med, mais attention, je disais attention à la clientèle haut de gamme, parce que la clientèle haut de gamme va quand même, en tout cas, mettre en place une certaine réserve sur la participation de la clientèle. Quand vous partez dans un palace, c'est vrai que vous travaillez dans un palace, le client sera étonné, en tout cas, qu'on mette en place un produit, un service, et on lui demande de participer à l'élaboration de ce produit-là, parce que c'est quand même un type de clientèle particulier qui ne va pas forcément jouer le jeu. Donc c'est pour ça que je dis attention, le processus de mise en place de participation n'est toujours pas valable et n'est pas tout le temps bien accueilli par la clientèle. Donc, et pour cela, nous pouvons déceler deux formes de participation. Ce qu'on appelle la participation ordinaire du client, c'est quand le client participe à des services simples, comme par exemple, je donne l'exemple des restaurants. On va à Terroubi, on nous dit qu'aujourd'hui c'est un buffet. Donc le client se lève, il va au buffet, en tout cas, il remplit son assiette, il vient à table, il décortique ses crevettes, il mange. Donc à partir de ce moment-là, Terroubi peut dire que effectivement le client participe au processus de service parce que il a besoin de personne finalement. Il a besoin de personne. On a juste mis en disposition un service et le client participe au processus de service. Donc, cela fonctionne donc je viens de vous donner cet exemple-là, mais je peux vous donner aussi l'exemple des réservations. Des réservations, aujourd'hui, il y a des réservations ou de check-in. Aujourd'hui, quand, par exemple, j'ai envie d'aller au Sénégal, je peux acheter mon billet sur Internet. Donc, je participe au processus. Mais aussi, une fois à l'aéroport, je peux me permettre même de faire mon propre check-in. Ce qui se faisait avant aux bornes en faisant une queue pas possible. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire, à partir de mon téléphone, de faire le check-in. C'est quand même le travail de la compagnie. Et aujourd'hui, je me dis, non, pour gagner du temps et pour aussi faire gagner du temps, pour alléger, en tout cas, la compagnie, je fais mon propre check-in. Ça aussi, c'est une participation ordinaire. La participation extraordinaire, c'est quand même réservé à une clientèle, comme je disais tout à l'heure, à une clientèle assez huppée, à une clientèle VIP. C'est ce qu'on appelle par exemple les accueils VIP. Aujourd'hui, quand j'accueille une clientèle VIP, je peux mettre en place un accueil dans sa chambre et le clientèle, en tout cas, prend le relais pour finir le processus de serviction et il va en tout cas
faire son propre service, parce que moi, je me contente juste de mettre en place cet accueil VIP-là, ou alors de l'accueillir au hall de l'hôtel avec toute la mise en place, et il va s'occuper du reste. Parce que, voilà, parce que c'est une clientèle privilégiée. Ça peut être aussi des cours de cuisine. Je peux proposer, par exemple, une clientèle assez euh, spécifique, assez huppée, en tout cas une clientèle que je connais très bien, qui est attachée à notre offre de service, de faire le cours de cuisine, ou en tout cas la production du repas avec le chef exécutif. Ça fera plaisir aux clients, en tout cas, généralement, c'est quelque chose qui marche très bien, ça fait plaisir aux clients, et dans ce cas-là, on dit que le client participe, bon, je peux en citer plusieurs, le client participe au processus de service. Donc, on a bien vu que sur à la participation, il faut passer par le mix. Par le mix, comme on disait tout à l'heure, pour le produit, on voit que le client peut même concevoir un produit, co-concevoir, concevoir avec la structure le produit ou le service. Je donne l'exemple, par exemple, de la plateforme de Club Med. J'aime bien donner l'exemple du Club Med parce que c'est vraiment, ils sont très très forts dans ce domaine-là, de la participation pour gérer leurs clients. Ils ont une plateforme en fait, et le client, ça s'appelle Club Maker. Le client, il arrive dans la plateforme et il suggère, il donne des suggestions de produits et de services, et la structure Club Med va récupérer ces informations-là, et à partir de ces informations, il élabore ou il rajoute des services dans sa gamme, dans son offre, dans l'ensemble de son offre. Il prend en compte les remarques et les expressions des clients, les propositions des clients, et à partir de ce moment-là, il élabore le produit ou le service. Vous voyez que à ce niveau-là, on est sur au niveau du produit. Le client participe effectivement à l'élaboration du produit ou du service. Je donne l'exemple aussi de mon hôtel, par exemple. Je sais que à un moment donné, comme on est une structure de thalassothérapie, mais par rapport à nos concurrents, on était la structure qui accueillait, qui était la plus familiale. Donc, on pouvait venir en famille avec des enfants, donc parce que l'accès au spa marin était autorisé aux enfants. Alors que contrairement à nos concurrents, l'accès au spa marin n'est pas autorisé aux enfants. En tout cas, pas aux enfants de moins de 12 ans. Donc, ça nous donnait quand même un avantage. Donc, on pouvait accueillir des personnes qui arrivaient avec des enfants. Ça fait quand même une belle clientèle de vacances, par exemple, parce que l'école est fermée, ils peuvent venir avec leurs enfants. Et on avait ouvert à cette clientèle-là un questionnaire. Que pensez-vous, en tout cas, des services? Que voulez-vous de plus? Et quand on a fait le dépouillement, on avait vu qu'il y avait plusieurs clients, en tout cas, qui proposaient, par exemple, un baby club ou alors un parc de jeux pour les enfants, etc., etc. Donc vous voyez que là aussi, c'est le client, en tout cas, qui participe à l'élaboration du produit ou du service. Au niveau des prix aussi, vous serez surpris de savoir que il est possible, en tout cas, d'intégrer le client au processus d'élaboration de prix. Il est possible. Il y a ce qu'on appelle le PWY. Pay what you want. En anglais, pay what you want. Cela veut dire que vous payez ce que vous voulez. C'est un système de paiement que le client décide du prix. Le prix, en tout cas, qui sera par rapport à la prestation. Un prix minimum peut être défini, mais le client est libre de payer plus si il est satisfait. Il y a des restaurants, par exemple, qui fonctionnent comme ça. On se dit, bon, le minimum que vous allez nous laisser, c'est 20 euros. C'est 10 000 francs, je vais parler en francs. C'est par exemple 10 000 francs. Par contre, si vous êtes satisfait, si vous trouvez que vous avez vraiment bien mangé, vous donnez plus. Sur le menu, il n'est pas noté le prix du menu, mais c'est le client par rapport au service et par rapport aussi à la qualité du produit, en tout cas qu'il vient de consommer, qui se dit, ah ben moi je suis vraiment très bien satisfait. Donc, c'est comme la notation par les étoiles.
Vous êtes satisfait, vous mettez 5 étoiles. Vous n'êtes pas satisfait, vous mettez entre 1 et 2 étoiles. Donc c'est exactement le même principe. Le client est satisfait, il donne un prix. Donc vous voyez aussi là aussi que pour le prix, le client a la possibilité de participer au processus d'élaboration du prix. C'est extrêmement rare hein, parce que bon, c'est quand même risqué, mais c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe. Pour la distribution, vous avez tous entendu parler de parrainage. Donc, le parrainage, c'est que le client, moi je suis client, je parraine mon ami, Monsieur Sec, et à partir de ce moment-là, Monsieur Sec, en tout cas, peut gagner. Moi, je peux gagner un voyage en parrainant mon ami. Là aussi, je représente la marque en l'aidant à gagner d'autres clients. Donc, je suis dans le processus de distribution, en tout cas du client, en volontairement acceptant de parrainer un autre parce que c'est le client, c'est la structure qui doit aller chercher ses clients. Il me dit non, 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 tu peux aller me chercher des clients, donc tu es mon représentant, donc tu es vraiment, véritablement dans le processus de distribution parce que, en tout cas, tu vas me ramener des clients. Et je peux donner l'exemple de Airbnb qui l'applique, qui le fait très bien et ça marche très bien. Airbnb, en fait, c'est un site de où en fait on peut réserver quand on voyage, quand on va par exemple dans une ville, on va chez Airbnb. Je sais pas si c'est encore arrivé au Sénégal, je sais plus. Mais on peut en tout cas aller sur Airbnb, réserver un appartement. Ça se fait de particulier en particulier. J'ai mon appartement, je le loue parce qu'il y a quelqu'un qui vient ici et moi je me déplace par exemple à Paris et je le loue en attendant que je revienne. Voilà, je donne ça à Airbnb et Airbnb va le louer à d'autres personnes. Voilà. Et Airbnb utilise justement ce système de participation par le parrainage. Pour la communication, c'est intéressant. Là, je pense que tout le monde va très bien comprendre. On est vraiment des consommateurs qui participent journalièrement, qui participent à la communication de toutes les marques qu'on utilise, leurs services ou leurs produits. On prend les photos aujourd'hui, là où on va. Je vais à Sali ou je vais à Cap Skirring ou à, je sais pas moi, au Sénégal oriental. Je vais forcément prendre des photos du restaurant ou de l'hôtel pour en tout cas aller mettre ça sur Facebook ou sur Instagram avec le petit commentaire qui va avec en hashtag le nom de la marque, le nom de l'hôtel, en disant du bien ou du mal. Ça arrive, les deux. Mais généralement, quand on prend des photos et on décide en tout cas de mettre ça sur Internet, ça fait quand même de la communication pour la marque. Donc vous voyez que sur tout le processus de mix, du marketing opérationnel, l'entreprise peut intervenir, en tout cas, pour faire participer le client et il est il est dans la gestion de la relation de sa clientèle. Les enjeux de la participation. On sait que le client, faire participer au client du processus du mixte, parce que je ne vais pas dire de l'offre, mais c'est l'ensemble de l'offre en tout cas, nous permet en tout cas d'augmenter le nombre de points de contact entre la structure et le client. C'est vrai qu'on les retrouve partout, on les retrouve dans les réseaux sociaux, donc on a les informations par rapport à la clientèle. Et le fait qu'on ait le contact nous permet quand même de suivre le client et de suivre l'expérience client. Et on sait que l'expérience client est souvent associée à une prestation de qualité. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la clientèle VIP. Quand le client arrive et que j'ai les informations sur lui, je peux quand même lui réserver un événement ou une expérience qu'il va vivre avec par exemple le chef de cuisine. Et ça, je pense qu'il va pas l'oublier. Il va pas l'oublier, il va le garder en mémoire. Et on peut dire que événement généralement équivaut à satisfaction. Et la satisfaction, on tend vers la fidélisation. Après, c'est pas systématique, hein, mais un client satisfait est potentiellement quand même fidèle. Il n'y a pas de raison que quand il est fidèle, quand il est satisfait, qu'il ne revienne pas nous voir
Mais nous allons voir plus loin que il faut aujourd'hui faire plus que ça. Il faut faire plus que ça. Nous allons le voir. Donc, tous les clients qui sont satisfaits ne sont pas forcément fidèles, évidemment, mais les 100% de clients fidèles sont quand même satisfaits. Parce que quand on revient quelque part, on y va tout le temps, tout le temps. Je sais que ma chère Rugiatou aime bien aller chez Katia. C'est que vraiment, il y a une satisfaction qui est voilà, au bout. Sinon, il va pas y retourner. Il va pas y retourner. Et donc c'est pour cela que l'expérience client dans un monde qui change, justement, est très important. Donc, l'entreprise a tout intérêt à suivre cette expérience client-là. Il a tout intérêt à suivre cette expérience client-là. Et c'est dommage au Sénégal, on voit un client une fois, deux fois, Rougui qui va 3 fois ou 4 fois dans la semaine chez Katia. C'est dommage que, en tout cas, Katia ne va pas vers Rougui pour lui dire, bon, voilà, c'est vrai que vous êtes une cliente assez fidèle. Donc, de temps en temps, pourquoi pas lui offrir par exemple une pizza gratuite pour sa fidélité, ou alors lui demander tout simplement son anniversaire, et à l'occasion de son anniversaire, lui envoyer une invitation, et ça permettra à Rougui, en tout cas, de vivre une expérience avec son restaurant ou sa structure d'accueil favorite. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Et c'est la gestion de la relation client qui nous permet d'avoir ces éléments-là, qui nous permet d'enclencher, comme j'ai dit tout à l'heure, le processus de satisfaction et de fidélisation. Parce que si on ne fait pas la démarche envers le client, il vient, mais à un moment donné, dès qu'on a un concurrent qui propose la même chose, pourquoi il n'irait pas? Pourquoi il n'irait pas chez le concurrent, ou s'il propose un tout petit peu mieux? Mais si, par exemple, on essaie de gérer cette clientèle-là, et en tout cas de mettre en place quelque chose qui nous permet de le fidéliser, cette clientèle-là forcément va rester avec nous. Et donc pour cela, j'invite notre cher ami Gandhi sur l'importance de l'expérience client, parce que Gandhi qui nous disait que un client est le visiteur le plus important sur nos lieux. Quand on comprend que le client est le visiteur le plus important dans nos lieux, là, à partir de ce moment-là, on commence à faire très attention, en tout cas à notre clientèle, à les chouchouter, ou en tout cas à veiller à leurs moindres caprices, à leurs moindres besoins. Et il ne s'arrête pas là, Gandhi, il dit aussi que il ne dépend pas de nous, mais nous dépendons de lui. Parce que si le client ne vient pas, on ne travaille pas. C'est le client qui vient, il laisse de l'argent. Et c'est avec cet argent-là qu'on peut demain travailler, déjà avoir des employés et continuer en tout cas à vivre. Donc, il ne dépend pas de nous, mais on dépend de lui. Ça, c'est très important. Il n'est pas une interdiction à notre travail. Des fois, quand on rentre dans une boulangerie au Sénégal ou dans un restaurant, on a l'impression de déranger. Il ne regarde même pas dans les yeux parce que, bon, il se précipite de passer devant pour, en tout cas, qu'on ne les interpelle pas. Alors que on n'est pas une interdiction de leur travail, mais on est le but de leur travail. On en fait partie, dit Gandhi. On en fait partie. Donc, le client qui arrive, il n'arrive pas pour couper notre service, il n'arrive pas pour couper notre travail, il arrive, pareil pour les gens qui sont en réception, levez les yeux quand le client arrive. C'est vrai que vous êtes en train de valider la dernière réservation qui est tombée sur Booking ou qui est tombée sur le site internet, mais arrêtez cette réservation-là, levez les yeux et parlez au client qui est là. Le client qui est là devant vous, c'est vraiment la priorité. C'est la priorité parce qu'au moins lui, il est là devant vous. Et c'est lui qui va voir votre comportement. C'est lui qui va voir que vous êtes en train de mal le gérer ou en tout cas vous le mal l'accueillir. Ça, il faut faire très attention là-dessus, nous dit Gandhi. Pourtant, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Et il rajoute que nous ne lui faisons pas une faveur en le servant, c'est vrai, nous ne lui faisons pas une faveur, mais effectivement, c'est lui qui nous fait une faveur en franchissant le seuil de notre structure d'accueil. Donc,
Tout cela pour dire que l'expérience client, c'est très 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 important, surtout aujourd'hui où la concurrence est très 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 rude. Tout ce qu'on met en place, il y a quelqu'un qui l'a déjà mis en place. Ou alors, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va le mettre en place. Donc, ce qui va faire que nous soyons, en tout cas, différents, ce qui va faire qu'il y ait une différence entre notre offre à nous et l'offre de la concurrence, c'est vraiment l'attention, la gestion qu'on va porter, l'importance, en tout cas, de la gestion de la clientèle qu'on va mettre en place. Donc, vraiment faire attention à tout ça. On va voir que les nouvelles technologies, aujourd'hui, interviennent dans ce secteur-là. Ils sont déjà intervenus avec l'avènement de nouvelles technologies, mais nous allons voir que ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. À quel niveau les nouvelles technologies sont intervenues? Ils sont intervenus pour ce qu'on appelle les voies téléphoniques. Aujourd'hui, quand on appelle Orange pour consulter son crédit téléphonique, vous voyez que vous parlez à un ordinateur. Donc, c'est vrai qu'Orange peut-être a mis ça en place. Il n'y a pas que Orange, hein, il y a toutes les sociétés aujourd'hui, en tout cas, pour gérer leurs relations clients, mettre en place des outils de haute technologie pour répondre à nos moindres besoins. Mais ils se sont rendus compte que aujourd'hui, ces outils-là, que ce soit des robots téléphoniques, on les appelle comment? Les voix électroniques, exactement. On les appelle les voix électroniques. Parfois, on pose une question et qu'ils sont hors sujet parce qu'ils sont tellement programmés à répondre à des questions qui ne sont peut-être pas les nôtres que vraiment, ils ont en tout cas leurs limites. Ils ont leurs limites. Et c'est à partir de ce moment-là qu'aujourd'hui, les nouvelles marques, pour évoluer, ils se sont dit que il faut quand même mettre l'humain à la place de ces voies électroniques-là, parce qu'on ne peut pas tout gérer par les voies, par les nouvelles technologies, c'est pas possible. Il faut quand même de l'humain, surtout dans mon domaine, surtout dans le domaine de l'hôtellerie, qui a besoin vraiment de personnel de contact. Il faut oublier les voies électroniques qu'on peut réserver, par exemple, à la télécommunication, il n'y a pas de souci. Chacun son problème. Mais dans le domaine, en tout cas, des services, il faut faire attention à ces voies électroniques-là ou à des robots. La dernière fois, j'étais en train de faire des recherches sur un produit que je voulais. Et sur Facebook, je vois que l'entreprise, en tout cas, me répondait c'est le robot, en fait, qui répond. Et donc, généralement, dans les 90% ils font hors sujet. Quand on pose une question précise, le robot répond déjà un pavé, une longue phrase bien préparée dans leur ordinateur. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. En tout cas, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et de l'événementiel, il faut faire attention à ça et recentrer la gestion de la relation client vers le rapport humain. Et vous allez voir tout à l'heure que nous allons apporter des outils qui vont vous permettre de répondre à ça. Donc la fidélisation, c'est le premier moteur du vécu, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Gandhi. On a vu que tout ce qu'on fait, de toute façon, à la base, ce qu'on fait, le but, ce sera de fidéliser. Ce sera de satisfaire dans un premier temps, mais après, de fidéliser. Et donc, aujourd'hui, ça nous permet, en tout cas, de mettre en place un service de qualité pour comme disait Gandhi, en tout cas en se basant sur ses recommandations, pour mettre en place un service de qualité sur lequel dépend le vécu relationnel. Ce que j'appelle le vécu relationnel, c'est tout simplement la gestion de la relation client. Et cette gestion de la relation client, je rappelle que son but ultime, effectivement, son but ultime sera la satisfaction dans un premier temps et après la fidélisation. Et je rajoute que, voilà, mis à part de la stratégie classique de la participation, vous allez voir que il faut quand même qu'on aille plus loin avec une gestion plus humaine
de la relation client. Et pour cela, on invite aussi Saint-Exupéry qui disait que il est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Donc, c'est la relation humaine qui va venir compléter cette nécessité de mettre en place la gestion de la relation client par le mix. Le mix, c'est le complément, en tout cas, qu'aujourd'hui, les marques, les marques, que ce soit dans le domaine de l'hôtellerie ou dans d'autres domaines d'ailleurs, ont compris et se sont dit que, en tout cas, c'est très important, ce sera très important de mettre l'humain au centre de notre gestion de relations clients. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en marketing la notion de panier humain. Parce qu'ils savent que aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est vraiment la ressource, la richesse de la ressource humaine qu'on a, les valeurs professionnelles, les valeurs humaines que notre ressource humaine va avoir pour, en tout cas, nous permettre d'accompagner d'abord la satisfaction et après la fidélisation. J'ai travaillé il y a 5 ans, je crois, avec un directeur d'hôtel qui est sénégalais d'ailleurs, en montagne. J'étais son responsable de la restauration et qui me disait que aujourd'hui, toutes les personnes, en tout cas, qui viennent à l'hôtel, c'est ma clientèle. En fait, il a une clientèle qui le suit. Et à chaque fois qu'il est affecté quelque part, ces clients-là changent. Il était à Tignes, il est affecté aux Deux Alpes, les clients, ils arrêtent d'aller à Tignes. Pourtant, les hôtels sont différents. Les clients arrêtent d'aller à Tignes et ils vont aux Deux Alpes. Quand il va arrêter aux Deux Alpes pour aller je ne sais pas moi, dans le sud, à Saint-Tropez, ces clients-là vont aussi aller vers Saint-Tropez. Et c'est là où on parle de panier humain, parce que c'est, en tout cas, quand le client consomme ou achète un service par rapport en tout cas, par rapport à la relation humaine qu'il va avoir avec son personnel de contact, le personnel de contact de la marque. Il n'est pas rare de voir des clients qui nous disent « Nous revenons chaque année parce que vous êtes là, parce qu'on est tellement bien accueillis, on a tellement aujourd'hui des amis chez vous, on a tellement de connaissances, on est devenu une famille. Donc on revient parce qu'on se sent chez nous. » Donc vous voyez bien que c'est la déclaration des... Excusez-moi, il y a eu une petite interruption. Donc, vous comprenez bien que le panier humain, c'est vraiment ce que l'entreprise a comme personnel et qu'il met en place pour répondre à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle. Panier humain, il y a le terme panier, donc plus-value. Ces structures-là, les marques pensent que ce qui va faire la différence, ce qui va faire qu'ils développent leur chiffre d'affaires, justement, ce sera la qualité de leur personnel de contact. Quand ils ont la bonne réceptionniste ou le bon réceptionniste qui fait son boulot, qui fidélise, qui accueille à merveille, ils pensent que, justement, c'est un plus-value. C'est quelque chose de très, très important pour déjà satisfaire, fidéliser et pérenniser son offre. Et du coup, les clients, ils viennent, ils reviennent. L'entreprise vit. Donc, il faut faire très attention à ça. Vous qui êtes dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines d'ailleurs de service, votre clientèle est très, très important. Votre clientèle, c'est votre gagne-pain. C'est votre gagne-pain. Donc, veillez à ce que, vous les managers aussi, à ce que votre personnel intègre cette notion de panier humain. Si vous gagnez de l'argent, c'est parce que eux, en tout cas, ils véhiculent ces valeurs-là. Ces valeurs, en tout cas, de gestion de la relation clientèle. On sait que la clientèle est zappeur. Aujourd'hui, la clientèle est extrêmement exigeante. Donc, dès que le client arrive, je pense que c'est très important de déclencher le processus de fidélisation et de satisfaction. Donc, je parlais tout à l'heure de la dimension humaine. Je vais vous donner une notion de la dimension humaine pour que tout un chacun comprenne cette notion-là,
qui va être au centre de la gestion de la relation client. Donc, ce sera tout ce qui relève du savoir-être. Ce sont les actions, en tout cas, pour notre ressource humaine, pour notre personnel, les actions qui vont générer un rapport humain privilégié avec notre clientèle. J'ai donné l'exemple de mon ancien directeur qui disait que mes clients, là où je vais, même au Japon, ils vont me suivre là-bas. Ils viennent pour moi. Ils viennent parce que je suis là. Donc, il a su développer un rapport privilégié avec ses clients, cette clientèle-là. C'est pour ça que le client vient et revient parce qu'il a ce rapport humain-là. Donc, c'est ça la dimension humaine. Je donne souvent l'exemple de mon coiffeur. J'en ai deux, un au Sénégal et un ici en France. Je ne change pas de coiffeur parce que aujourd'hui, j'ai développé ce rapport humain avec mon coiffeur qui est devenu, par exemple, mon frère. C'est parce que il a su mettre en place ce processus de gestion de la relation client et ce processus de dimension humaine. Les clients, ils sont très très sensibles car ça procure des émotions et ça crée un climat de confiance. Ça crée un climat de confiance très très intéressant et il faut faire attention. Il faut faire la dimension humaine, donc ça relève du savoir-être. On redéfinit la définition. Donc ce sont toutes les actions qui contribuent à générer un rapport humain privilégié avec les clients. Et donc, pour commencer l'humain au cœur de la gestion de la relation client, l'humain au cœur de la relation client, je vais aborder avec vous une théorie qu'on appelle la théorie off and on. Off and on. Off comme fermé et on comme ouvert. Donc cette théorie-là, ça symbolise, ou en tout cas, c'est l'image de la relation que la structure ou le personnel de contact peut avoir avec sa clientèle. Donc, c'est la théorie off and on, ça symbolise vraiment cette relation-là. Et c'est très très intéressant. On pourra pas le développer aujourd'hui, mais juste pour avoir la notion dessus. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on s'écroule tellement sur le quotidien qu'aujourd'hui, dans notre lieu de travail, des fois, on voit pas les choses passer, on voit pas les clients passer, donc on fait pas attention aux clients. Donc, la théorie nous dit qu'on est off, un client rentre, on sait même pas s'il est rentré. En fait, on travaille machinalement, on est sur notre ordinateur, on réserve, le client va repasser. On va redire bonjour monsieur, est-ce que vous avez réservé alors qu'on vient juste de faire le check-in du client. Donc cela veut dire qu'on a accueilli le client mais sans l'accueillir en fait, sans faire attention. Parce que justement, bon c'est vrai des fois on a des conditions de travail quand même assez compliquées, on est peut-être fatigué, mais c'est très très important de faire attention à cette veille au on. Nous on doit être tout le temps on. En tant que personnel de contact, les personnes qui accueillent doivent être on. À partir de ce moment-là, en tout cas, le client, il aura un interlocuteur. Et au contraire, si on est on et que le client est on, on peut vraiment réussir notre accueil et on peut réussir à enclencher le processus de satisfaction et le processus de fidélisation. Je donne l'exemple tout le temps, l'exemple des duty free. Vous savez, quand vous voyagez, vous avez fait votre check-in, en tout cas vous avez enregistré et il vous reste par exemple beaucoup de temps et tout le monde a le réflexe d'aller dans les boutiques qui sont dans l'aéroport là, les duty free. Je donne l'exemple de ces boutiques là parce que c'est très rare de rentrer dans une boutique duty free et que un vendeur vient vous voir. Parce que dans leur tête, ils se disent que on rentre dans ces boutiques-là pour tuer le temps. Pour tuer le temps. Alors que, des fois, on rentre véritablement pour acheter. On n'a pas eu le temps, par exemple, de faire les achats qu'on voulait. Et une fois enregistré, on dit, bon, on va rentrer dans une boutique pour acheter un parfum pour, je sais pas moi, pour Rugiatou ou pour monsieur Sec, parce que j'ai oublié de l'acheter.
Et ces personnels-là, ils viennent jamais, 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 jamais nous voir. Ça, c'est un personnel de contact qui est off. Parce que le client est ouvert, le client est on, il a un besoin, mais il tourne, il se pavane, il regarde même pas qu'on est là. Donc, il faut faire attention à ça aussi. À partir du moment où un client rentre dans notre service ou dans notre restaurant ou dans notre hôtel ou dans notre, en tout cas dans notre service, dans notre structure, il faut prêter attention à ce client-là. Du début jusqu'à la fin, il faut être off. Être off, c'est déjà dire bonjour au client. Être off, c'est poser les questions au client. En quoi puis-je vous être utile? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous renseigner? Etc., etc. Donc, il y a tout un panoplie de questions où on peut poser, en tout cas, pour que le client, au moins, se rende compte que, au moins, moi, j'ai eu de l'accueil, les personnes sont venues me voir pour effectivement, en tout cas, se demander si j'ai besoin d'aide. C'est ça la théorie off and on. Il y a d'autres concepts à développer, mais c'était juste pour donner un exemple sur ce rapport humain, client et personnel de contact là, pour ouvrir ce rapport-là. Il me semblait vraiment intéressant de vous parler de cette théorie on and off. Et l'exemple le plus frappant, c'est justement les duty free, les boutiques duty free. Ils en ont rien à faire. Hein. Tu peux passer la journée là-bas, il n'y a pas de souci. Il n'y a personne qui viendra te voir. Moi, ça m'est arrivé autant de fois que j'ai voyagé et il n'y a personne qui est venu me voir. Il y a eu peut-être des préjugés en disant que bon, lui, il a rien à, il n'a pas les moyens d'acheter, donc on va pas le regarder. Mais on verra ça plus tard en plus, tout à l'heure. Donc, il faut avoir la possibilité d'accueillir et de se dire que cette personne-là s'intéresse au moins à notre structure, parce qu'il a franchi le seuil quand même. Il est venu nous voir. Et rappelons-nous de Gandhi, ce qu'il a dit. Donc, faire attention à ça. Et donc j'ai donné l'exemple des duty free. On va aller vite parce qu'on est un peu en retard. Donc, vous avez vu que donc le personnel de contact doit vraiment aller vers ce client-là. C'est son rôle en plus, hein, de s'occuper du client. Donc, cette théorie-là permet, en tout cas montre l'incapacité de certaines personnes de contact de respecter le vécu relationnel qui est notre gestion de relation client, mais basé sur l'humain, de moi au client. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas, en tout cas, à faire un dépassement, à faire preuve de dépassement. J'ai donné l'exemple des duty free, mais je peux donner aussi d'autres exemples des banques. Des fois on y va, et tout le monde s'en fout, personne vient nous voir. On peut même braquer la banque, il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui vient nous voir. Moi j'ai vu ça plusieurs fois. Personne vient voir, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez? Non, il n'y a pas de souci. Donc il faut faire attention à tous ces détails. Donc, on sait que maintenant que la qualité humaine dans la gestion de relations clients est un atout. La qualité humaine est un atout. On a parlé du panier humain parce que c'est un plus-value et c'est ça qui va faire la différence entre nous et le concurrent. Ce n'est pas tout Facebook, c'est pas Instagram. Hein. Non, vous oubliez, hein, parce que vous faites ça, mais le concurrent aussi va le faire, il n'y a pas de souci. Le réseau social ne vous appartient pas. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment votre gestion de la relation client par votre vécu relationnel. Très important, par votre vécu relationnel. Donc, la clientèle, on disait tout à l'heure, est de plus en plus informée. Hein. Ils sont au courant de tout, il n'y a pas de souci. Déjà, avant qu'il arrive chez nous, il a de l'information. Avant d'aller à l'hôtel, on tape, on regarde l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les commentaires qui sont laissés? Les photos, ils regardent même, il y en a même qui vont sur Google pour le Google Maps. Donc, ils ont beaucoup d'informations, les clients. Donc, il faut se rendre compte et ne pas vraiment
leur raconter des bobards et vraiment être très très proche, en tout cas professionnellement, et être proche au niveau de la gestion de la relation du client. Le client cherche des informations sur nous, donc nous aussi, il faut qu'on cherche des informations sur le client. Et comment on va avoir les informations sur le client? C'est en échangeant avec le client. À partir du moment où le client arrive chez nous, il faut s'intéresser véritablement et sincèrement au client. C'est comme ça qu'on va avoir déjà leur ressenti, s'ils sont satisfaits, et un tout petit peu commence à les connaître, à avoir les informations. Ils voyagent, ils comparent, donc ils comparent les services, ils comparent les produits. Donc il faut vraiment, vraiment savoir ce qu'ils cherchent et savoir ce qu'il fait que eux, ils voyagent ou ce qu'il fait que eux, ils consomment. Donc, sur ces qualités humaines-là, je vais vous en énumérer quelques qui va vous permettre d'accompagner, en tout cas vos salariés, d'accompagner la gestion de la relation client que vous avez mis en place pour accueillir n'importe quel client. Donc, ces outils-là, ce sont des outils qui relèvent vraiment des valeurs humaines, tout simplement, que tout le monde entre nous a en lui. Il faut juste les mettre à jour. Et il faut quelqu'un qui... Tout le monde peut être gentil, tout le monde peut être poli, tout le monde peut être courtois. Donc, on va voir sur la liste des attitudes qu'il sera important de mettre en place ces aspects-là pour accompagner tous les outils de gestion de la relation client qu'on va mettre, en tout cas dans mon secteur, dans mon domaine, c'est primordial. Donc dans l'accueil, il faut être, comme je disais tout à l'heure, sincère avec le client et vraiment être ouvert, une attitude ouverte dans la prise en charge du client, pas un simple bonjour. Il faut aller un peu plus loin, demander au client s'il a bien voyagé, demander au client s'il n'est pas trop fatigué, s'il n'a pas soif, et puis essayer de répondre à ses moindres, en tout cas à ses moindres besoins, à ses moindres désirs. Ça, c'est pour ce qui concerne par exemple les hôtels. Quand un client arrive, il faut vraiment exprimer sa sympathie, exprimer son empathie envers le client, demander comment il a fait, comment il a voyagé, si le chemin, ça s'est bien passé, s'il avait fait s'il a eu chaud, ou s'il a eu trop de pluie, etc., etc. En tout cas, vous parlez de la pluie et du beau temps, comme on dit, ça, c'est toujours, en tout cas, une impression, ça donne l'impression au client de savoir que, au moins, on s'intéresse, et on s'intéresse sincèrement. Si c'est pas sincère, c'est pas la peine, hein. C'est pas le but, c'est pas de faire, en tout cas, de faire semblant. Non, 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 il faut pas faire semblant. Il faut vraiment que ce soit sincère. Et si c'est sincère, le client le sent de toute façon. Et ça lui fait plaisir. On a vu tout à l'heure que ça lui fera plaisir. Donc, on passe par son nom. Si on connaît le nom du client, on propose si on peut débarrasser sa veste, si on peut débarrasser sa valise. En tout cas, si on peut l'aider. Si on peut l'aider à monter sa valise, on appuie sur le bouton de l'ascenseur s'il y a un ascenseur. Donc, en tout cas, on aide le client. Parce que on est hôte, on accueille le client. On se dit que je suis chez moi, j'accueille un ami, j'accueille quelqu'un, donc je mets les dispositions pour que la personne soit à l'aise. Quelqu'un qui arrive chez vous, vous lui proposez de l'eau, vous proposez des boissons, vous proposez, en tout cas, vous dites aux enfants, allez, prenez sac bi, je sais pas comment on dit, tel sac bi. On le fait chez nous, tout le monde le fait. Donc, je pense que on peut aussi appliquer la même chose dans notre milieu professionnel et ça fait plaisir à la personne qu'on accueille. Si les dispositions s'y apprêtent, hein, quelqu'un qui vient manger, on va pas lui dire déshabille-toi, on va prendre. Non, 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 il faut pas non plus aller trop loin. Donc, quand il s'agit de le faire, il faut le faire et c'est un plus. C'est un plus. Guider le client. Donc, on a vu tout à l'heure par la politesse, par la gentillesse, salutations, bienvenue, se présenter, proposer son aide. On a vu tout à l'heure poser des questions, s'intéresser véritablement au client. Donc, je donne l'exemple de la réception, je donne l'exemple du coiffeur, je donne l'exemple au personnel de
Je donne l'exemple, la banque, je donne toutes les sociétés de services, en tout cas qui font de l'accueil, ils doivent avoir cette bienveillance-là, de la politesse, de la gentillesse, et en tout cas, ce ne sera que en plus pour leur panier humain, et le client sera satisfait, donc potentiellement fidèle. Et apparence et préjugés, les apparences et préjugés aussi à éviter. Donc j'ai donné l'exemple tout à l'heure des duty free. Je rentre dans les duty free, ils sont en off et on, en off et off, parce que s'ils ne me regardent pas, moi je ne les regarde pas, donc on est en off et off. Mais je me dis que est-ce que c'est pas des préjugés? Est-ce qu'ils se disent pas que mais ce petit-là, de toute façon il va pas acheter, donc c'est pas la peine que je gaspille mon énergie, je vais pas aller le voir. Donc évitez les préjugés, parce qu'on ne sait pas le client qui franchit le seuil de notre structure d'accueil. Le riche, le pauvre, le petit, en tout cas, le plus jeune ou le moins jeune, le plus âgé, est capable de nous accueillir. Et en tout cas, on est capable de l'accueillir. Et on ne sait pas la clientèle qui est, de toute façon, on doit être vraiment au point pour tous les clients qui franchissent notre seuil. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés au Sénégal, je ne vais pas vous le cacher. Allez dans n'importe quel hôtel, par exemple, à partir de 5 étoiles, 4 étoiles, vous y allez à pied, par exemple, allez-y à pied. Si vous garez pas, je sais pas moi, un 4x4 qui fait 150 mètres de long, et je sais que le vigile, limite, il va vous empoignader pour vous dire, mais qu'est-ce que vous faites ici? De toute façon, votre place n'est pas ici. En tout cas, il y a plein de préjugés, alors que le préjugé n'a pas sa place dans les structures d'accueil. Le préjugé n'a pas sa place dans l'offre de service. Il faut mettre tout le monde dans le même pied d'égalité, en tout cas au moins au niveau de l'accueil. Et après, ce qui se passe dans les coulisses pour la gestion de la relation client, forcément on aura des clients VIP, mais en tout cas à partir du moment où on accueille un client, on l'accueille comme un client. On accueille comme un client et on n'exprime pas de préjugés tant que vous n'avez pas le maximum d'informations pour savoir s'il est véritablement venu pour consommer, pour le service ou le produit. Et même s'il demande des renseignements, on n'a pas à exprimer un préjugé pour quelque client que ce soit. Donc ça, c'est très très important à rajouter aussi dans le compte de la qualité humaine. Il faut savoir donner, je le dis souvent aussi, le don, ce n'est pas les tickets, ce n'est pas les bons de réduction, ce n'est pas les coupons, ce n'est pas les gratte-gratte là. Non, ce n'est pas tout ça. Le don, c'est le don du temps, c'est le ton dans la générosité, c'est le ton dans la disponibilité, comme je disais tout à l'heure. Il faut proposer, je sais pas moi, de l'eau, il faut proposer un café, du thé à quelqu'un qui vient d'arriver, qui a très soif. Ça coûte rien à la structure. Franchement, ça coûte absolument rien à la structure. Ça coûte quoi? De la disponibilité. Le réceptionniste, il est disponible, il est truc. Le client qui attend au resto, est-ce qu'on est débordé? Il y a du monde partout, on est débordé. Il faut proposer quelque chose en attendant. En contrepartie, il ne faut pas faire attendre quelqu'un pendant 30 minutes. Il n'y a personne qui vient voir la table pour proposer, pour donner le menu. Il ne faut pas qu'il attende gratuitement. Il faut proposer quelque chose. Vous proposez une boisson et comme ça, c'est plus confortable et c'est plus agréable d'attendre. Ça fait partie de la gestion de la relation client. Il faut offrir, il faut donner. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'anniversaire. Quand quelqu'un vient fêter de l'anniversaire, si le responsable ou le manager est au courant que cette table-là, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire, il faut offrir, au moins offrir une boisson ou offrir le dessert ou offrir en tout cas quelque chose, mais il faut offrir quelque chose parce que c'est le jour de son anniversaire et c'est exceptionnel. Et quand c'est exceptionnel, il faut vraiment faire des gestes exceptionnels et le don, c'est un geste exceptionnel mais qui est au compte, qui va venir en tout cas alimenter notre panier humain parce que c'est des hommes et des femmes qui sont là pour vous donner, pour mettre en place leur temps, pour mettre en place leur générosité, pour que votre soirée ou votre journée se passe très bien. Donc, le don, c'est ce que je recommande
il ne faut pas hésiter, à faire appel aux dons pour en tout cas satisfaire la clientèle. Ça ne coûte rien, au contraire, ça nous coûte de la reconnaissance, ça nous coûte de la satisfaction et ça nous coûte aussi donc potentiellement de la fidélisation. Donc je sais que c'est pas l'habitude des structures de je disais tout à l'heure, j'avais donné l'exemple de Ruki qui était fidèle au restaurant de la place. Il faut de temps en temps dire tiens, dans le mois, c'est la troisième fois que nous vous voyons aujourd'hui. Bon, ñun ñoo lay apéritif bi ñun ñoo la koy may bu doo jënd boisson, on t'offre la boisson. Ça fait plaisir et ça favorisera à cette personne-là de revenir avec plaisir et de revenir avec des amis. Et en tout cas quand il va sortir, il va prendre son smartphone, il va parler de ça sur les réseaux sociaux, je vous assure. Donc le don est très très important et ça fait partie du processus de gestion de la relation client par le vécu relationnel et le vécu humain. Et donc pour finir notre thème, j'ai voulu rajouter en tout cas une dimension qui est très 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 importante, qui est chère à mon ami, notre ministre du tourisme, qui est chère à notre ami, c'est la consommation responsable. On accueille les clients qui viennent du monde entier. Il faut que on commence quand même à orienter notre offre, en tout cas de tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration ou même du bien-être vers cette consommation responsable-là. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit une globalisation, c'est vrai que les personnes circulent, c'est vrai que les marchandises circulent, c'est vrai que les capitaux circulent, mais aujourd'hui, avec la crise que nous vivons aujourd'hui, le monde est en train de prendre quand même un autre virage, le virage du retournement, le virage du regard vers soi. Aujourd'hui, par exemple, si je donne l'exemple du tourisme, la France a décidé en tout cas de promouvoir le tourisme local. Il va le promouvoir en tout cas en parlant de son patrimoine, mais en parlant aussi de sa gastronomie. On ne peut pas parler de tourisme sans parler de gastronomie. On ne peut pas parler de gastronomie sans parler de l'agriculture. Donc, l'agriculture, la production locale, la transformation à ce niveau-là, aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même commencer à réfléchir pour le mettre en valeur. Et ce que vous savez, c'est qu'aujourd'hui, la consommation locale ou la consommation responsable, c'est quand même gage de qualité. C'est gage de qualité dans la mesure où, en tout cas, dans le processus de chaîne de valeur, on a dans la commercialisation ce qu'on appelle le développement du circuit court. Parce que moi j'ai mon restaurant, je vais chez le producteur d'à côté, je vais prendre mes carottes, je vais prendre ma tomate, mes navets, chez Issa qui a son champ dans les Niayes. En tout cas, j'ai pas besoin d'acheter des légumes qui viennent du Maroc, j'ai besoin d'acheter des légumes qui viennent du Sénégal. Parce que de un, j'ai Issa qui a son petit champ dans les Niayes. Les produits sont frais parce qu'ils viennent de moins de 20 km de Dakar. Donc, il n'y a pas de problème de qualité. Je sais où, j'ai vu où c'est cultivé. Je connais les terres et ça permet de développer toute la chaîne de production. Et aussi, c'est valable, je parle des fruits et légumes, mais c'est valable aussi pour les produits qui sont cultivés, mais qui sont transformés ou semi-transformés aussi. Donc, pourquoi pas nos structures, les restaurants, les hôtels, ne tournent pas leur offre de produits vers cette consommation locale-là, mais de services aussi. Le service, il faut parler des sites. Je suis très étonné, toujours étonné, quand j'arrive au Sénégal et que je cherche à aller quelque part pour m'aérer l'esprit. On me dit, ah ben, demande nga doxantu Sen Plaza, c'est sympa. J'ai pas besoin de voir Sen Plaza. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Si Plaza.
J'imagine le toubab qui vient de Los Angeles ou qui vient de Bruxelles, on parle de Sea Plaza. Il faut lui parler de, je ne sais pas moi, du parc de Nyokolokoba peut-être. Il faut lui parler du parc de Djout. Il faut lui parler de Bandia ou alors lui parler de la maison de Cheikh Anta Diop qui est à Seytou ou des sites comme ça qu'on doit commencer à valoriser parce que, comme je disais tout à l'heure, si, par exemple, ces pays-là, qui représentaient, qu'on le veuille ou non, la plupart, en tout cas les 80% de notre clientèle touristique, ils ne viennent pas, il faut que nous, en tout cas en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, qu'on essaye, qu'on commence à s'intéresser à nos produits, à s'intéresser aussi à nos sites. Il faut qu'on consomme les produits et les services qu'on a. Donc il faut vraiment, je voulais finir par ce volet consommation responsable et qui est strictement lié à l'offre et à la gestion de la relation client. Parce que aujourd'hui, le client qui arrive, il n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, il fait 6000 km. C'est pas pour voir exactement ce qu'il voit à l'année. Quand on vit en Belgique, c'est le pays des frites. J'ai pas envie de manger des frites quand je vais au Sénégal. Je vis en Belgique, c'est le pays des frites. Donc, j'ai envie de manger du mafé, envie de manger du yassa, j'ai envie de manger du keboudienne, j'ai envie de manger du dibi, etc., etc. Donc, vous, les structures d'accueil, vous, les restaurants, vous, en tout cas, les distributeurs, essayez de réorienter votre offre vers ça et l'adapter à votre clientèle. Est-ce que vous vous êtes intéressé à votre clientèle pour qu'ils vous disent que quand je vais venir au Sénégal, j'ai envie de manger des frites ou j'ai envie de manger du poulet? Peut-être qu'il ne veut pas manger du poulet, peut-être qu'il ne veut pas manger des frites. Donc, si vous n'avez pas fait cette démarche-là pour comprendre, en tout cas, le besoin de votre clientèle, cela ne vous permet pas de formuler cette offre-là. Ne leur servez pas du coca. Servez-les du jus de bouillie, du jus de bissap, du jus de gingembre, en tout cas des jus locaux. L'Américain, il n'a pas besoin de boire du coca. Le coca est fabriqué là-bas. Coca-Cola Company. Servez-lui du jus local. Donc là aussi, dans votre processus de l'offre, il faut que vous soyez cohérent en proposant ces produits qui sont d'une qualité en plus, d'une qualité, mais diabolique, d'une qualité exceptionnelle. Donc, aujourd'hui, j'ai vu que le ministre travaille sur ces aspects-là. Il faut anticiper parce que la consommation va virer vers, en tout cas, la consommation responsable et ce que j'appelle la consommation durable. Parce que ça nous permet d'assurer la qualité, d'assurer le circuit court, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vecteur d'économie durable et d'économie responsable. Si j'achète les citrons chez Issa, il continue à vivre. Si je l'achète parce qu'il vient du Maroc, Issa, il est mort. Il est mort. Personne ne l'achète chez lui. Il perd son champ. Il avait employé 2 personnes. Ils perdent leur emploi. J'ai rien fait. Et je critique l'État. Quand l'État a des rapports avec les pays étrangers, je dis, ah non, 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 ils vendent tous aux étrangers. Alors que nous-mêmes, on achète étrangers. Donc, vraiment, faites attention à ça et vraiment commencez à réfléchir sur la consommation locale, la consommation responsable de bissap après avoir mangé un bon riz ou un bon mafé ou un bon, je sais pas moi, en tout cas un bon plat local après boire son jus de bouillie ou son jus de bissap ou prendre le dessert, prendre un pot de mad en dessert, de mad qui est très bien fait maintenant, et puis après boire son thé à la sénégalaise qui est si bien réputé et si bien en tout cas intéressant. On reste local, on reste responsable et ça fait marcher l'économie au niveau local et ça crée de l'emploi. Attention, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Donc, c'est ce que je voulais voir avec vous. Donc, en conclusion, on va juste... Donc, ça a des enjeux socio-économiques que je l'ai dit tout à l'heure.
En conclusion, donc, je vais dire que, pour résumer, nous avons décidé d'intégrer cette notion de dimension humaine comme un élément stratégique dans la gestion de la relation client pour un peu bouleverser les habitudes. Parce que j'ai dit au début que Club Med, voilà, tu vas aller au Club Med, ah non, non, c'est le buffet. Donc, il y a la notion maintenant de relation client par l'humain. On a bouleversé donc avec cette notion de dimension humaine les habitudes classiques de la gestion de relations clients dans le domaine de l'hôtellerie. Ça nous permet de se différencier parce que c'est un secteur quand même qui est extrêmement concurrentiel et cette dimension humaine va nous donner une plus-value, une plus-value. Donc on a vu tout à l'heure ce que j'appelle le panier humain. Le client qui est satisfait, il revient parce qu'il y a Issa, il revient parce qu'il y a Pape, il revient parce qu'il connaît les gens qui sont là. Donc, c'est ça le panier humain. Donc, pour nous rassurer, il faut donc se poser la question de savoir qu'est-ce que le client retient. Qu'est-ce que le client retient puisqu'il est heureux, quand il est heureux et il est prêt à revenir. Qu'est-ce qu'il retient? Donc, nous, on répond que, franchement, il retient plus la dimension humaine, il retient les valeurs humaines, il retient en tout cas les qualités humaines qu'il a vues quand il est venu vous voir. Parce que s'il veut du bling bling, il peut l'avoir chez lui. S'il veut du bling bling, il peut aller chez le concurrent. Le bling bling, il y en a partout. Les paillettes, les poignées en or, tout ça. Je pense que quand aussi on va à Dubaï, on va être vraiment bien servi. Donc s'il revient, c'est que il y a la relation humaine qu'il a avec le personnel de contact. Donc grâce à ce personnel-là, avec une qualification professionnelle et une qualification et une valeur humaine extrêmement forte. Donc je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si ça a des questions par contre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, on va terminer parce qu'on a vraiment débordé. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et on espère vous revoir très bientôt. Je remercie infiniment Monsieur Sek pour la confiance qu'il m'accorde à chaque fois. Et j'en profite aussi pour souhaiter une bonne saison à mes amis qui vont commencer la saison agricole. Je leur souhaite une bonne saison. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas parler de tourisme sans parler de gastronomie et on ne peut pas parler de gastronomie sans parler d'agriculture. Donc, je souhaite à mes amis une bonne saison agricole et mes amis, particulièrement à mes amis de ASDA. ASDA qui est l'Alliance pour le développement de l'agriculture du Sénégal, qui est une nouvelle coopérative créée par des jeunes qui sont en train de faire un travail remarquable. D'ailleurs, je suis le président des programmes et des projets de ASDA, donc je profite de l'occasion pour vraiment remercier tous mes amis de ASDA et mes collaborateurs de ASDA qui sont en train de préparer l'agriculture, qui sont en train de faire un travail extraordinaire dans le sud du pays, dans le pôle Sénégal oriental, dans le pôle Casamance et dans la région de Sine Saloum. Donc, au passage, on est au président de ASDA, Bin Momat, le président de pôle, le président de communication, et tout le monde. Voilà, je remercie vraiment tout le monde et en leur souhaitant une bonne saison pour cette saison agricole et les félicite pour la campagne qu'ils ont lancée, la
et à bientôt.